Monsieur Messatfa. Non, il n'y a pas d'autres candidats. Je voulais juste m'arrêter une seconde sur le choix politique que vous faites aujourd'hui en choisissant comme président de votre majorité le représentant local d'un parti qui a appelé à voter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Vous êtes en cohérence avec vous-même puisque vous n'écoutez que peu les Levalloisiens. On a 80% des Levalloisiens qui ont dit non à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et vous choisissez de nommer un représentant local d'un parti qui l'a soutenu au second tour de l'élection présidentielle. Je pense que les Levalloisiens en prendront note. Et je souhaite, puisqu'on a parlé de la démission de M. Chassa, je vous avais demandé il y a de ça plusieurs conseils, 2 conseils, si M. Chassa allait continuer à opérer après sa démission du conseil municipal. Beaucoup de rumeurs circulent, je pense qu'il pourrait être de bonne loi d'y mettre un terme en répondant cette fois-ci à cette question pour que les Levalloisiens soient pleinement informés des décisions que vous avez prises et que les rumeurs cessent. Monsieur De Crêpe, est-ce que vous voulez dire un mot? Oui, je vais dire un mot. Oui, Monsieur Messatfa, vous avez écrit que vous étiez socialiste de conviction. Qu'en est-il aujourd'hui? On aimerait avoir votre réponse. Je pense que ça intéressera les électeurs qui peuvent se sentir un peu trompés quand vous vous présentez encore récemment, des élections comme candidat de la droite et du centre droit. Je pense que vous avez révisé votre logiciel, mais vous gardez les vieilles pratiques du Parti socialiste en attaquant ad hominem des électeurs, dont moi-même, qui effectivement n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, l'ont exprimé comme je l'ai fait, et si vous reprenez effectivement un tweet que j'ai fait à cette occasion, sur des questions sociétales, pour autant fidèles à cette majorité municipale, à l'histoire aussi de son ancien maire, Patrick Balkany. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que j'ai pu voter pour Marine Le Pen. C'est de la manipulation politique, c'est assez scandaleux. C'est votre affaire, moi ça ne me concerne pas. C'est très clair, merci Monsieur le Président. Et je vous redis évidemment toute la joie que j'ai à ce que vous ayez accepté cette fonction de président de la majorité. Et je vous renouvelle toute ma confiance dans cette mission. Et je suis sûre que vos collègues font de même par mon intermédiaire. Autre point, celui de Monsieur Chassa, Monsieur Messatfa, où vous m'interrogez sur des rumeurs qui circuleraient sur ce que ferait aujourd'hui Monsieur Chassa. Vous m'aviez demandé si il serait en poste au sein d'un satellite de la ville, je crois. Si vous pensiez à la Sémarelle, Paleva Park ou autre, ma réponse est non. Si vous vous interrogez sur le fait de savoir que M. Chassa touchera ou non une rémunération de quelque nature que ce soit, ma réponse est non. M. Chassa ne perçoit depuis le 15 janvier plus aucune rémunération de quelque nature que ce soit, pas un seul centime public émanant de la ville de Levallois ne vient aujourd'hui abonder les comptes bancaires de M. Pierre Chassa, si c'est ça votre interrogation. Alors votre question n'était pas claire, pardonnez-moi, et quand on pose une question pas claire, on s'expose à des réponses qui tapent à côté, j'en suis désolée. Si votre question est de savoir si Pierre Chassa était aujourd'hui président de Levallois Culture, ma réponse est oui. Voilà, effectivement, Pierre Chassa est depuis le 25 juin président de Levallois Culture, ce qu'il fait de manière bénévole, comme le fait Karim Begnelles aujourd'hui à la tête de Levallois Communication et comme le fait Frédéric Dupont aujourd'hui à la tête de Levallois Découverte. Que ce soit Frédéric Dupont ou Pierre Chassa, ils étaient mes colistiers au moment de l'élection. Karim Begnelles est aussi une de mes connaissances. Ce sont 3 personnes en lesquelles j'ai confiance et je suis sûre qu'elles feront un très bon travail en assurant ces missions, encore une fois, bénévoles au service des Levalloisiens. Voilà. J'ai répondu à votre question. Monsieur Messatfa. Merci, Madame le maire. Je reviens sur un point et une phrase qui a été tronquée
et qui me met dans une position qui laisse penser que je souffre d'un manque de politesse. J'avais souhaité au revoir à monsieur Pierre Chassa et c'est pas indiqué dans le procès-verbal, donc je demande à ce que ça soit mis. Et je vous vois jouer avec beaucoup d'ironie sur l'amour ou l'amitié qu'on pourrait lui porter ou non. C'est pas quelque chose de risible, à mon avis, ça relève du respect que l'on doit aux Levalloisiens. Et je vais vous dire, tous les jours de cette histoire-là, on m'en parle. Et comme vous aimez les questions claires, parce que sinon vous répondez de manière un peu vague, je vais être un peu plus précis. Ça sera peut-être plus simple de répondre par oui ou par non. Est-ce que, comme vous l'avez dit aux membres de votre majorité, Pierre Chassa sera votre collaborateur bénévole? Occupera-t-il un bureau à la mairie, à savoir le même bureau qu'il occupait? Bénéficiera-t-il d'une voiture de fonction ou de la possibilité de l'usage de votre voiture de fonction ou de la voiture de fonction du cabinet? Aura-t-il des frais liés à ce rôle de collaborateur bénévole qui pourront notamment passer par la régie municipale? J'espère avoir été clair. C'est très clair, et quand on me pose une question très claire, je réponds de manière très claire. Pierre Chassa occupera-t-il les fonctions de collaborateur bénévole à mes côtés? Oui. Bénéficiera-t-il d'un bureau qui est son ancien bureau? Oui. Bénéficiera-t-il d'un véhicule de fonction? Non. Le véhicule de fonction qu'il avait jusqu'à présent était le véhicule de fonction de la SEM. Il l'a rendu le 16 janvier au matin, avec le plein et la charge électrique. Voilà. M. Pérez, on le remercie. Bénéficiera-t-il de notes de frais liées à son exercice de président de Levallois Culture et ou non, de collaborateur bénévole. Collaborateur bénévole, la réponse est non. Bénéficiera-t-il de mon véhicule, alors je sais pas combien, mon véhicule de la ville? Donc les véhicules des cabinets, les véhicules des cabinets et les véhicules... Il n'y a pas de véhicule de cabinet, donc renseignez-vous. Mais il y a un pool qui existe. Non, ça c'est pour les élus. C'est pour les élus. C'est pour les élus. Alors parfois, effectivement, quand mes collaborateurs ou quand la direction générale doit se rendre dans certaines réunions, ce qui ne sera pas le cas de M. Pierre Chassa, ils peuvent bénéficier d'un véhicule de la ville. Alors, ça c'est arrivé, alors très peu, hein, mais que mon directeur de cabinet, ma DGS ou la direction générale ait à se rendre à des réunions à l'extérieur de Levallois, ils pouvaient bénéficier de ce pôle de voitures. Mais est-ce que Pierre Chassa pourra en bénéficier? Ma réponse est non. C'est clair? Je crois que ça l'est. Alors, on va passer à l'ordre du jour, le vrai. Non, mais sinon, j'aurais fait un conseil municipal que sur Pierre Chassa, quoi. Parce que sinon... Madame Courade, non, j'ai encore des questions. Visiblement sur le procès-verbal. Madame Courade, on est toujours sur le procès-verbal? Ah, donc on fera rajouter au procès-verbal que Monsieur Messatfa avait dit au revoir à Monsieur Pierre Chassa. Mais si je me souviens bien, votre au revoir, c'était... Madame le maire, pouvez-vous me confirmer que ce conseil municipal est bien le dernier de Monsieur Pierre Chassa? Voilà, bon, c'est un au revoir assez chaleureux, effectivement. Madame Courade. Une question complémentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que toutes ces modalités d'intervention ou d'action, en tout cas de conseiller de M. Chassa, sont encadrées par un contrat quelconque? Non. Ce sont des choses qui se font et qui pourraient avoir le mérite de la clarté. Très bien. Merci pour cet avis. Vous avez ma réponse. Alors, Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Au regard des besoins criants de la ville et des nombreux demandeurs de logements sociaux, nous allons bien évidemment voter pour ces garanties. Et quand j'entends Logirep, je ne peux m'empêcher de penser à la tour Barbus. Et on a actuellement, si mes informations sont bonnes, 15 logements vides en attente de savoir ce qui va se passer sur cette tour. Donc il est bien que Logirep joue son rôle de bailleur et prenne soin de son parc, du parc social qui est à Levallois, mais il se prive de 15 loyers depuis maintenant 2 ans. Donc pour leur demander des efforts, à mon sens, c'est un peu difficile. Et puis aussi, 15 logements sociaux aujourd'hui laissés vacants, c'est autant de difficultés rajoutées aux demandeurs de logements sociaux levalloisiens qui attendent impatiemment d'avoir un logement décent qui leur permette de sortir souvent de ces situations délicates. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que via Logirep, une estimation de la tour avait été effectuée qui est à peu près avoisiné un montant entre 4 millions d'euros. Et 4 millions d'euros pour racheter cette tour et devenir complètement propriétaire de la tour, du gymnase, du parking, n'était pas un investissement saugrenu
au regard de la capacité derrière qu'on pourrait avoir en tant que municipalité de reprendre la main sur ce territoire. Donc, que va-t-il advenir de la tour? Vous étiez sur une position plutôt de discussion avec un autre projet. Nous étions sur une proposition de réhabilitation. Aujourd'hui, on est dans un entre-deux qui fait qu'il y a 15 logements sociaux qui sont aujourd'hui vides. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de trouver une solution. Merci Monsieur Messatfa pour cette question. Alors on s'éloigne un tout petit peu de l'objet de la délibération, mais je vais vous répondre quand même. On n'est pas dans un entre-deux, on est toujours sur la ligne que j'avais fixée en début de mandat. C'est-à-dire que vous proposiez une réhabilitation, moi j'avais toujours plaidé pour une destruction. Et c'est vers ça qu'on s'oriente sur la tour Barbus. Et c'est pour ça qu'on ne reloge pas, enfin qu'on ne remet pas des personnes avec des baux longue durée sur ces logements-là. Aujourd'hui, il y en a effectivement un peu plus d'une dizaine qui sont vacants sur les 90 logements, 91 logements que compte cette tour. Je ne souhaite pas, et ça a été vu avec l'OGIREP qui nous suit sur ce projet-là, je ne souhaite pas que ces logements soient réattribués, encore une fois, sur des baux longue durée. Mais nous travaillons en lien avec l'OGIREP et Rive de Seine Habitat. Pourquoi Rive de Seine Habitat? Parce que Rive de Seine Habitat a eu un mandat de gestion sur ces logements. C'est désormais Rive de Seine Habitat qui les gère. L'OGIREP en est le propriétaire, mais c'est le Rive de Seine Habitat, l'agence de Levallois, qui gère ces logements. Nous essayons de travailler sur de la location courte durée, avec des baux précaires, notamment à destination des étudiants. Ce qui fonctionne bien sur des logements petits type F1 ou F2, mais qui nécessite un petit peu d'organisation sur les logements plus grands, les F4, les F5. L'idée, ce serait de pouvoir y loger plusieurs étudiants, 2, 3, 4. Mais pour ça, il faut pouvoir sortir plusieurs quittances de loyer sur un même logement. Et ça, aujourd'hui, c'est très basique, mais le logiciel avec lequel travaillait l'OGIREP ne sait pas le faire. On est en train de s'équiper d'un nouveau logiciel à Rive de Seine Habitat qui pourrait permettre de le faire. C'est effectivement un module qui existe. Donc j'ai donné des consignes en ce sens et on travaille pour que prochainement ces logements puissent être relogés avec des baux précaires, notamment à destination des étudiants ou des jeunes travailleurs. Voilà. Mais on reste bien, pour répondre à votre question, et je l'ai dit d'ailleurs aux locataires qui m'ont sollicité sur ce sujet ou qui m'ont écrit sur ce sujet, on reste bien sur une idée de démolition de la tour, démolition complète, donc déménagement et relogement de l'intégralité des locataires qui habitent actuellement dans ces logements-là, relogement à Levallois, bien évidemment, ça on s'y est engagé, et personne ne sera relogé à l'extérieur de Levallois, sauf ceux qui le souhaitent, bien évidemment, mais... Voilà, on est sur un temps très long, bien évidemment, parce que reloger 80 personnes, ça prend du temps. Mais voilà ce qui explique pourquoi aujourd'hui ces logements ne seront pas relogés avec des baux classiques longue durée. Et on reste sur un projet de démolition-reconstruction qui permettrait, en fonction des options choisies, d'enlever au moins 6 étages de cette tour. Voilà les options. Encore une fois, ce sont des options qui sont aujourd'hui sur la table. Voilà celles que je privilégie. Mais il reste encore un petit peu de chemin à faire avant qu'on y arrive. Vous le savez. D'accord. Rapidement, parce qu'encore une fois, on s'éloigne de l'objet de la délibération. Très rapidement. Donc on est dans un état intermédiaire. Pierre Chassa aura un logement dans cet immeuble. La réponse est non. Allez-y. Non, mais je pense que le sujet est vraiment grave. Et je vous souhaite de comprendre ce sujet-là. On a quand même 3500 demandes de logements sociaux en urgence. Donc c'est un sujet qui mérite qu'on arrête peut-être un peu d'ironie là-dessus. C'est vous qui le ramenez dans le débat. Là, je pense que ce sujet est assez sérieux. Allez-y. Et on est donc, vous nous proposez donc un état intermédiaire que je peux comprendre au regard du temps et du délai qu'il faut pour reloger les personnes. Là, on observe quand même que sur les 2 dernières années, il y a eu très peu de départs de logements. Donc on est dans un état intermédiaire qui va être amené à durer combien de temps? Parce que c'est là le sujet. Je vois des immeubles et des logements sociaux, on vote conseil après conseil des garanties d'emprunt pour les bailleurs sociaux, mais à date, je n'ai pas le souvenir qu'en 2 ans, on ait eu plus d'1 ou 2 familles qui soient parties de la tour. Donc si on continue à ce rythme-là... Si, on en a 13. Mais les 13, c'était sur la première année. Ensuite, là, ça fait 2 ans où on est sur 1 ou 2, si mes souvenirs sont bons, 1 ou 2 familles. Donc s'il en reste 75, ça veut dire que si on est dans ce rythme-là, la tour, on la détruit dans 30 ans. Non mais, j'extrapole. Et donc ma question, elle est un peu plus précise. C'est aujourd'hui, on est sur 50 logements sociaux. Comment se fait la redistribution et les propositions
avec les locataires qui vivent actuellement. Parce que là, aujourd'hui, nous, on maintient notre position et notre volonté de vouloir réhabiliter cette tour, surtout que quand on voit qu'un prix pour une tour d'autant d'étages, c'est uniquement 4 millions d'euros, et je pense que derrière, on peut avoir un modèle économique viable avec de la réhabilitation à ce prix-là, plutôt que de la détruire. Mais comment on arrive à votre objectif de vouloir la détruire, ou au moins même partiellement, quand on a encore donc 76 familles à l'intérieur de cette tour et qu'on est dans un rythme de relogement d'un ou deux, d'un par an, quoi. Okay. Monsieur Messatfa, vous le savez, ce projet de démolition de la tour, il est lié à un autre projet, qui est l'acquisition de la parcelle de Hutchinson. Depuis le début, on le dit. Donc si on acquiert cette parcelle, ça nous permettra de construire près de 80 logements sociaux. L'équation, elle est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les locataires, on les reloge dans les logements existants ou les quelques logements qu'on arrive à sortir de terre. Donc forcément, ça va lentement. Donc aujourd'hui, la seule parcelle identifiée qui nous permettrait de mener à bien ce projet, parce qu'on arriverait à y construire plus de logements sociaux qu'on n'en détruit sur cette tour, c'est le terrain Hutchinson. Donc je vous confirme qu'on est sur un projet très longue durée, qui ne sera pas bouclé avant la fin du mandat, c'est clair, on le sait. Donc les locataires qui demandent à être logés, on le fait au fur et à mesure, mais c'est vrai que la plus grosse partie de ces locataires seront amenés à être relogés, si cela leur convient, dans ce nouvel ensemble. Sur Hutchinson, on est toujours en négociation avec l'entreprise Total, qui... comment ? Non, c'est une discussion que l'ancienne mandature, comme vous dites, aurait souhaité initier, mais qui n'avait jamais abouti. Aujourd'hui, effectivement, on a en début de mandat, avec Michel Pérez de la Sémarelle, mon adjoint Jean-Yves Cavallini, nous avons eu enfin une vraie discussion avec les dirigeants de Hutchinson qui sont venus pour la première fois en mairie discuter. Voilà. Alors, sur les garanties d'emprunt, je vais les mettre aux voix les unes à la suite des autres. La numéro 7, qui est pour ? Avis contraire, abstention. Effectivement, comme vous l'avez souligné, Monsieur Messatfa, on est bien sur des logements actuellement privés qui vont être conventionnés pour devenir du logement social au sens de la loi SRU, donc c'est une bonne chose. Allez, on va enchaîner. Monsieur Messatfa. Dès qu'on parle de la rue, je suis un peu nostalgique. Ah oui, en tant qu'enfant de Levallois. Eh ben oui, effectivement. Ouais. Donc c'est avec la ruche que j'ai commencé à faire du tennis de table à Levallois. Et donc j'avais 7 ans. Je me souviens qu'à la fin des cours, il n'y avait pas de difficulté. On avait soit un animateur, soit un prof de PS qui nous emmenait aux différents gymnases. Et en fonction de l'école dans laquelle on était, nous emmenait soit à Marcel Cerdan, soit à Sreki, soit à Gabriel Péry. Et on avait toujours assez de temps pour pouvoir faire notre activité, être satisfait de ça, et que le temps de déplacement n'était pas une vraie difficulté. Donc aujourd'hui, on nous explique que ça ne dégrade pas de faire des choses in situ. Le débat, il y a eu un dialogue, j'étais pas en commission puisque ce n'est pas la mienne, mais on me l'a remonté. Moi, je pense que c'est une réelle dégradation du service, malheureusement, et que grâce à des infrastructures et des gymnases dont on dispose, il faudrait essayer de relancer les vocations, aller dessus et arrêter de vouloir un peu voir les activités au rabais, parce que je suis désolé, quand on veut faire, et ça a commencé je crois cette année, parce que on en a parlé, mais vous avez déjà commencé à avoir davantage d'activités in situ sur la ruche, notamment les activités sportives. Je veux bien entendre que sur les activités culturelles, même si on a la chance d'avoir l'escale et le conservatoire, ça puisse être plus pratique, mais de faire du sport dans un préau, que ce soit de la gymnastique ou de la boxe, alors qu'on dispose de vraies infrastructures qui pourraient susciter des vocations, moi je trouve ça dommage. Je trouve que c'est au rabais, non pas que pour des questions budgétaires, je ne dis pas qu'on est en train de pinailler sur l'euro près, je dis juste que dans la philosophie, on devrait s'orienter et utiliser au maximum les infrastructures dont on dispose et ne pas du tout privilégier cette logique in situ qui est une ruche au rabais, alors qu'on a des enseignants, alors qu'on a des profs de PS, voir quelle discussion on pourra avoir avec eux pour qu'ils puissent accompagner, alors qu'on a des animateurs qui pourraient le faire. C'est vrai, dans chaque école, on ne peut pas proposer exactement les mêmes choses parce qu'il faut prendre en compte
les distances avec les activités. Mais se rabattre sur cette solution d'in situ, pour moi, c'est une solution de facilité qui ne conviendra pas et qui, de fait, dégradera l'offre, qui est une belle chose. La ruche, c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers et qu'il faut continuer à défendre dans une forme qui permette à chacun de pratiquer de la meilleure des façons. Ok, merci Monsieur Messatfa. Monsieur Messatfa. On s'abstient aussi, n'étant pas membre de Levallois Découverte. J'en profite pour remercier tous les agents de Levallois Découverte qui font un travail remarquable. Et comme vous aimez manier un peu l'ironie, j'aurais une question et une remarque. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fameuses galettes de Levallois? J'ai vu pas mal de boulangers un peu énervés parce que on leur aurait commandé 1000 galettes avec 1200 bons. Et donc j'aimerais comprendre ce qui s'est passé et de ce que j'ai compris aussi. Et ça sera une requête de ma part pour les boulangers de Levallois. C'est que le paiement des galettes qui devait être à 2,40 € TTC, si je ne m'abuse, va être réalisé fin mars, début avril. Et donc je voulais avoir confirmation que ce n'était pas le cas, puisqu'on sait la difficulté dans laquelle sont les commerçants boulangers aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ça me rassure. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait envisager de procéder à un paiement un peu plus anticipé pour ces 8000 galettes, si je ne m'abuse, qui pourrait donner un peu de trésorerie à nos boulangers? Et un autre point qui revient à Levallois Découverte et qui peut-être permettra de ne pas avoir de problématiques pour les années futures, notamment avec les sorties de Noël de nos seniors. Je vous suggère pour les prochaines années, au regard du nombre important de personnes qui souhaitent participer à ces sorties, de faire un choix préférentiel avec une ordonnation de 1, 2, 3, comme ça, de choix préférentiels pour que quand le premier choix n'est plus disponible, qu'ils aient au moins le numéro 2 et ne pas donner trop de travail à aux agents de Levallois Découverte qui en ont déjà beaucoup, les obligeant, comme ça les obligera pas à rappeler chaque personne. Donc voilà, une suggestion. Ok. Alors, sur les galettes, qu'est-ce qui s'est passé? Une erreur de notre part. Une erreur des services de la ville. Je la prends sur moi, effectivement. C'est une erreur, ça arrive. C'est comme ça. Ça n'arrivera plus. Une erreur de notre part, et on en est désolé. Les boulangers ont très bien fait leur travail. Ils ont livré le nombre de galettes qui leur avaient été commandées, c'est très bien. Quant au paiement, j'avoue que notre directrice de la communication pourra peut-être nous en dire plus sur l'intervention du paiement de nos boulangers partenaires. Oui, alors pour le paiement, d'une part, d'abord, je veux dire que les tarifs des galettes ont été réactualisés à la demande des boulangers par rapport à l'année dernière, une augmentation qu'on a pris en compte. Pour le paiement, ils seront payés dans des délais tout à fait normaux. Nous avons reçu, après une ou deux relances, parce que les boulangers étaient débordés, via l'amicale, seulement le devis donc, global, qui a été saisi fin de semaine dernière. Et suivant les règles de paiement, ils seront très rapidement payés. Sous 3 semaines, peut-être 15 jours, 3 semaines, le temps de la signature et puis du mandatement. Il n'y a pas de raison que ça soit plus long, que ce soit pour les boulangers ou un autre fournisseur d'ailleurs. Je pense que les finances peuvent confirmer. Sous réserve de ce que Julie Chauvin pourra dire pour compléter, si on a les factures, ce sera réglé le plus rapidement possible. Si on a les factures, c'est peut-être là qu'est le problème. On les a peut-être pas toutes. Non, Sandrine a dit qu'on les avait. On en est au bon de commande, donc dès qu'ils auront déposé la facture sur Chorus, le règlement se fera. Mais ils le savent, ils connaissent le fonctionnement. C'est un seul boulanger qui est chargé de l'amicale, qui fait tout le nécessaire, il n'y a pas de problème. Merci pour cette réponse. Ah oui, il y avait les sorties seniors. Les sorties seniors, encore une fois, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, on a été un peu victime de notre succès. C'est un peu le problème quand on propose des nouvelles choses, c'est-à-dire quand on se donne la peine d'essayer d'aller chercher des choses nouvelles, on a plus de personnes qui souhaitent participer. Et c'est un peu malheureusement le même système qu'avec les places en crèche, quand on a plus de demandes ou de personnes qui souhaitent participer à ces sorties que de places disponibles, on est obligé de faire un choix. Effectivement, alors que, j'entends bien votre proposition de leur dire, mettez un choix de soit 3 choix. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, si vous avez 1000 personnes qui veulent participer à ces sorties mais qu'il y a 800 places disponibles, ils auront beau mettre 3 choix,
on ne pourra pas les prendre. La solution, c'est d'augmenter le budget municipal lié à ces sorties. C'est effectivement un choix qui pourrait être fait. Maintenant, quand on évolue dans un contexte comme ça, c'est effectivement pas celui qu'on a fait. Mais sachez en tout cas que grâce au travail des équipes de Levallois Découverte, la liste d'attente qui était, je crois, quand on a commencé les sorties, à plus de 400 seniors qui étaient sur liste d'attente, s'est réduite à quasiment rien, parce au fur et à mesure, certains ont pu décommander parce qu'ils avaient eu des petits pépins de santé au moment de la sortie ou le froid en a refroidi certains, refroidi au sens où ils ont préféré rester chez eux bien au chaud plutôt que de venir faire la sortie. Donc les équipes de Levallois Découverte ont fait un gros travail. Quasiment tous les seniors qui étaient sur liste d'attente ont pu être rappelés et se sont vus proposer une sortie. Alors, effectivement, certains n'ont pas été satisfaits du choix qu'on avait pu leur faire, mais beaucoup, je peux vous le dire, plusieurs centaines, ont pu participer à des sorties sur les bateaux, sur les restaurants de l'île, etc., pour leur plus grande satisfaction. Et on a eu d'ailleurs, que ce soit à mon niveau au cabinet ou les équipes de Levallois Découverte, beaucoup de mots de remerciement de ces Levalloisiens qui avaient pu participer à ces sorties. Voilà, donc, in fine, le nombre de Levalloisiens seniors qui n'ont participé à aucune sortie ou qui ne se sont vus proposer aucune sortie pour les fêtes de fin d'année est quasiment nul. Je pourrais vous donner le chiffre exact, mais au fur et à mesure des sorties, je crois qu'on a arrivé à proposer quelque chose à chacun. Voilà. Je mets donc aux voix la numéro 13. Marie Combel ne prend pas part au vote. La numéro 15, pardon. Marie Combel ne prend pas part au vote. Et sortie. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Ah, il y en a une. Monsieur Messatfa. On prend acte de ce rapport et on le votera si il est mis aux voix. Donc c'est un prend acte. Juste sur le stationnement, il y a une nouvelle qui, à mon avis, est d'importance aussi pour notre conseil municipal. J'aurais peut-être dû l'aborder en point préliminaire sur les décisions municipales. Mais il avait été évoqué par vous-même notamment des rapprochements entre Clichy et Levallois sur le stationnement pour pouvoir mutualiser les coûts par la création d'une SPL. Et j'ai appris dans la presse il y a 10 jours ou 2 semaines que Levallois avait été préféré à Villeneuve-la-Garenne. Et donc je voulais en comprendre les motifs. Des motifs m'ont été transmis, mais je n'ose y croire. Et je voulais avoir votre avis. Et comprendre pourquoi on n'a pas réussi à aboutir à un accord avec Clichy-la-Garenne, ou est-ce qu'on est en train encore de continuer pour travailler avec eux? Parce que, à mon sens, la mutualisation est toujours une bonne mesure pour la bonne gestion des deniers publics, même quand il s'agit d'argent qui sont issus des SEM notamment. S'il était possible d'avoir une information sur le pourquoi Clichy a préféré Villeneuve-la-Garenne à Levallois. Alors pourquoi Clichy a préféré se marier avec Villeneuve plutôt qu'avec Levallois, ça je vous laisse demander à Rémi Museau. Peut-être parce qu'ils siègent dans le même territoire. Villeneuve-la-Garenne et Clichy, ils font partie du même territoire. Voilà. Oui, vous avez l'air surpris, mais c'est le cas. Et c'est vrai que quand on siège au sein d'un même territoire, on a des rapports de travail facilités. C'est plus facile pour moi d'aller travailler, c'est vrai aujourd'hui, avec Neuilly, avec Courbevoie ou avec la Garenne-Colombe, parce qu'on siège dans le même territoire et qu'on se voit plusieurs fois par mois, qu'avec Rémi Museau ou Pascal Pelin, avec lesquels j'ai d'ailleurs pas de difficulté, mais que je vois plus rarement. Alors Rémi Museau, je peux le voir au département de temps en temps, mais c'est vrai que pour travailler sur des sujets communs, c'est le choix qu'a fait Rémi Museau, d'aller travailler plutôt avec Villeneuve-la-Garenne, qu'il côtoie plus. Peut-être qu'ils ont des enjeux ou des problématiques similaires. Après, encore une fois, pourquoi Clichy a préféré travailler avec Villeneuve plutôt qu'avec Levallois? C'est leur choix. On continue. Bien sûr qu'on a beaucoup travaillé, on a été en contact avec Clichy et avec Villeneuve. L'objectif, c'était pas de mutualiser, parce que l'enjeu, c'est clairement pas celui-là, vous vous trompez. L'enjeu, c'est de transformer la SEM Levaparc, et on l'a dit plusieurs fois déjà, en SPL, pour sécuriser le devenir de notre société. Voilà. Donc ça s'est pas fait avec Clichy, ça s'est pas fait avec Villeneuve, c'est pas grave. On essaiera de trouver d'autres partenaires pour le faire. Voilà, j'ai répondu à votre question, monsieur Messatfa. Non, là on est sur le rapport, monsieur Messatfa. Donc on va faire un... Non, monsieur Messatfa, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu, on va pas faire... voilà, sinon vous m'envoyez un mail, je vous réponds, mais là je crois que c'est un peu pénible pour tout le monde. J'aimerais vraiment qu'on s'en tienne à l'ordre du jour. Voilà, donc sur les rapports,
Je vous ai apporté une réponse, monsieur Messatfa, qui était pourquoi Clichy a souhaité partir avec Villeneuve plutôt qu'avec Levallois. Je vous ai donné mon point de vue, je vous ai apporté ma réponse. On ne va pas en débattre pendant 1000 ans. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. On essaye de le faire différemment avec d'autres communes. Et encore une fois, l'idée n'est pas de la mutualisation, vous vous trompez. C'est de la transformation d'une SEM en SPL pour des problématiques d'ordre juridique. Voilà, donc nous prenons acte, merci monsieur Gaborio, de ce rapport sur les rapports et nous. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Messatfa? Comme vous l'avez bien dit, Citalia va s'occuper de ce commissariat. J'ai toujours pas compris la différence entre la Semarelp et Citalia, si ce n'est que l'un était aménageur et l'autre, vous l'avez un peu dit, s'occuper de la déco. C'était les mots que vous avez utilisés pour schématiser. Non, je pense pas que j'ai dit. Non, je pense pas avoir écoutez, dit ça. Très bien. Non, j'ai pas dit. En tout cas, ils ne font pas la même chose. Moi, je pensais que la Semarelp avait cette capacité-là. Pas du commentaire misogyne, s'occuper de la déco. Non, mais attendez. Non, il n'y a pas de misogynie, là, ne cherchez pas où il n'y en a pas, c'est pas quelque chose qui me caractérise. Donc, on vous parle de. Et si vous considérez que la déco n'est qu'une affaire de femmes, c'est peut-être vous qui l'êtes. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous abstiendrons sur ce vote-là, tout en sachant que vous avez fait donc ce choix d'investir 13 millions d'euros pour un commissariat qui, à mon sens, n'était pas bien placé, puisqu'il est à l'écart du centre-ville, et nous questionnons encore l'opportunité. Ok. Alors, si vous le voulez bien, est-ce que si l'opposition est d'accord, nous pouvons voter par vote à main levée? Oui. Allez, merci. Je mets donc aux voix la numéro 20 pour désigner Jean-Yves Cavallini au sein de la SPL Citalia à l'AG et au Conseil stratégique. Qui est pour? Avis contraire, abstention, abstention des deux côtés. Avis contraire. Ok, Madame Copagnac. Monsieur Messatfa. Vous l'avez dit, on a échangé sur ce dossier en commission et je ne comprends et je ne vois toujours pas l'intérêt de cette participation de la Semarelp à hauteur de 7,5 millions d'euros, si ce n'est pour justifier les jetons de présence, pardonnez-moi. L'intérêt pour la ville, il existe, c'est sur les logements sociaux, uniquement sur les logements sociaux. À mon souvenir, la Semarelp est un aménageur et quand on veut faire du logement social, on peut fonctionner en VFA avec des bailleurs sociaux. Ça pouvait être Levallois Habitat, ça pouvait être Logirep, ça pouvait être Rive-de-Seine. Je ne vois pas, même Hauts-de-Seine Habitat, je ne vois pas quel est l'intérêt pour la Semarelp de rentrer dans cette participation. Dans le projet qui nous a été présenté, il n'y a pas de parking municipal et des places de parking et un travail, ne serait-ce que d'accord, même si un parking existe avec ces 500 places, on ne sait pas quel est l'intérêt pour la ville. Il y a une question que je pose, il est indiqué que c'est 7,5 milliards en fonds propres. Fonds propres signifie dans la caisse de la Semarelp ou ça signifie que la Semarelp va faire un emprunt? Milliards, c'est beaucoup. Millions, pardonnez-moi. Millions, vous m'avez compris. Est-ce qu'il s'agit de fonds propres? Quand on parle de fonds propres, c'est des choses qui sont déjà dans la caisse ou encore la Semarelp va devoir faire un nouvel emprunt? C'est la question que je pose. Fonds propres. Fonds propres, donc on a 7,5 millions. On y avait répondu en commission. D'accord, mais je ne l'avais pas entendu et on considère, donc on se votera contre, parce qu'on considère que la Semarelp a davantage à faire, notamment en équipement public. Là, il n'y a pas d'équipement public. Et quand on investit 7,5 millions d'euros, il serait bien aussi que l'intérêt de Levallois soit défendu et pas uniquement l'intérêt de la Semarelp. Ok. Quel est l'intérêt de faire travailler la Semarelp sur ce type d'opération? C'est de garder la main tout simplement sur ce qui s'y fait. Moi, j'ai rejeté un premier projet qui m'avait été présenté sur cette parcelle. Un premier projet qui surdensifiait notre ville. J'ai dit non. Et le second projet qui m'a été présenté, la Semarelp était dedans, et ça répondait bien plus aux attentes qui étaient les nôtres et sur les besoins qu'on avait ici dans notre commune que le premier projet qui m'avait été présenté. L'intérêt d'avoir la Semarelp qui s'introduit dans ce type d'opération, c'est de pouvoir garder le contrôle sur ce qui s'y fait. Donc, encore une fois, je vois bien votre remarque sur les jetons de présence, qui était tout à fait élégante, et je déduis que c'est pour ça que vous souhaitez rentrer tous à la Semarelp pour toucher ces fameux jetons de présence. Je me permettrai de préciser que moi, les jetons de présence, on ne dit plus jetons de présence d'ailleurs,
mais c'est pas grave. J'en touche pas. Voilà. Donc si vous me reprochez d'être à la Sémarel pour l'argent, encore une fois, vous vous trompez. On ne travaille pas à la Sémarel pour avoir des jetons de présence. Encore une fois, je n'en touche aucun. J'ai tous mes bulletins de salaire à 0. Donc c'est pas pour ça qu'on travaille. C'est pas notre motivation première. Et encore une fois, je vois bien votre idée de ça aurait été tellement merveilleux de faire une énorme opération de logement social. Encore une fois, prix d'acquisition de la partielle, 73,7 millions d'euros. Prévisionnel, construction et frais, 78,9 millions d'euros. Pour un coût total de 153 millions d'euros. Je vous mets au défi de trouver un bailleur social capable de sortir cette somme. Voilà. À un moment donné, il y a un principe de réalité qui s'impose aussi, Monsieur Messatfa. Madame Collet. Bon, je suis désolée, ça ne va pas vous faire plaisir, mais je vais rejoindre Monsieur Messatfa sur ce sujet-là, et notamment sur le rôle de la Sémarel. Vous dites que vous ne contrôlez pas ce qui se fait sur la ville si vous ne rentrez pas au capital. À ce que je sache, il y a plein d'opérations immobilières sur la ville, et vous n'êtes pas copromoteur. En tout cas, la Sémarel n'est pas copromoteur des autres opérations immobilières. Vous avez établi une charte du coup des promoteurs qui permet de régir aussi ce qui se fait sur la ville. Vous l'avez déjà refusé par le passé, des opérations qui ne respectaient pas du coup les hauteurs demandées de ce que vous souhaitiez. Il y a un PLU qui est donc opposable aux promoteurs sur les hauteurs. Vous me dites quoi? Que j'ai déjà accordé? Non, j'ai dit, non, je vous ai flatté puisque j'ai dit que vous avez déjà refusé des projets qui étaient trop hauts. Refusé. Donc, vous voyez, comme quoi vous pouvez maîtriser sans que la Sémarel rentre au capital en fait d'une SCI ou autre. Donc voilà, vous avez établi une charte des promoteurs pour que justement vous puissiez contrôler l'esthétique aussi des bâtiments qui devaient être faits sur la ville. Donc ne dites pas que vous ne pouvez pas contrôler sans être copromoteur d'une opération. Je ne dis pas que je ne peux pas le faire, je dis que c'est plus simple, plus facile, quand la Sémarel paie dedans et qu'ils arrivent déjà avec un projet qui est compatible avec nos attentes. Alors, ils arrivent à hauteur de 14% du capital. 14% du capital, vous êtes loin d'être majoritaire. Bien sûr. Bah oui. Mais encore une fois, si on n'est pas majoritaire, on ne maîtrise pas. On n'a pas besoin d'être majoritaire pour impulser un projet dans un sens ou dans un autre. On n'a pas besoin d'être majoritaire. Et pour répondre, la deuxième, du coup j'ai perdu le fil, voilà. Donc, ah oui, le PLU. Le PLU, effectivement, vous me parliez du PLU qui est protecteur, mais le PLU, s'il autorise un promoteur à faire du R+7, je peux vous dire qu'on a toutes les peines du monde ici à dire au promoteur, la petite maison d'un étage, je ne veux pas que vous la suréleviez de plus d'un étage ou deux. Si le PLU lui autorise à faire un R+7, on dispose de très peu de moyens légaux pour l'en empêcher. Et donc, c'était une des grandes mauvaises surprises que j'ai eues en début de mandat, c'est qu'en matière d'urbanisme, il y a des règles. La règle principale, ça s'appelle le PLU, et que si quelque chose est autorisé au PLU, le maire a toutes les peines du monde à dire au promoteur, votre projet, je n'en veux pas, parce que je le trouve trop haut. La réponse, ce sera automatiquement, oui, mais elle est conforme au PLU, donc si je veux vous traîner, vous, Madame le maire, devant les tribunaux, pour que mon projet il puisse voir le jour, parce que vous n'avez clairement aucune raison valable pour vous y opposer, il peut le faire et il peut gagner. Voilà l'intérêt d'avoir un opérateur comme la Sémarel qui travaille à nos côtés. Si je peux me permettre. Oui. Demande. Si je peux me permettre, peu de promoteurs s'opposent déjà au maire, puisque vous savez très bien que si un promoteur attaque une ville, il retravaille très peu dans la ville, et je suppose, moi, le Valois est bien connu pour être attractif au niveau des promoteurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'en tient qu'à vous de réviser votre PLU et de le faire face à l'image que vous le souhaitez. Non, erreur. Madame Collet, erreur. Non, c'est plus nous qu'avons la main sur la révision du PLU, c'est POLD. Et je peux vous dire que les 11 maires ou les 10 maires de POLD, si je ne me compte pas dedans, freinent tous des cas de fer pour ne pas s'orienter vers cette révision du PLUI, donc projet local d'urbanisme intercommunal. Tous. Pourtant, vous y siégez à POLD, Madame Collet. Et voilà, au même titre que moi, sauf que moi, visiblement, je sais ce qui s'y passe, parce que cette question du PLUI a déjà été abordée en Conseil de territoire, donc devant vous. Et donc vous êtes bien placé pour savoir que les élus ne sont pas favorables à cet établissement d'un PLUI. Voilà. Vous irez leur demander, vous siégez à POLD. Vous, Madame Collet, pourra vous récupérer ces informations. Parce qu'ils ont peur que ce soit une nouvelle contrainte encore plus contraignante que nos PLU actuels. Voilà.
Allez, bref. Pardon? Ça veut dire que je gère quoi? Opposé au PLUI, etc., ça veut dire bien que vous arrivez à gérer ce qui se passe sur votre ville. Donc, du coup, pas obligé de rentrer au LM actionnaire d'une SCI. Très bien. Je vais donc mettre aux voix, on en est où? Sur la délibération numéro 21, à laquelle donc ne prend pas part au vote M. Gaborio. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Voilà, pareil. Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. En termes de timing, cette délibération est un peu, à notre sens, malheureuse parce que vous nous aviez indiqué au précédent conseil que en fin d'année, l'école Anatole France serait complètement vidée pour démarrer les travaux. C'est vrai. Aujourd'hui, vous demandez d'avoir les pouvoirs pour pouvoir commencer un concours. Si mon expérience me permet de dire ça, on va avoir, à mon avis, 6 mois de concours, sauf si vous faites un concours restreint avec 3 candidats maximum, mais ça, vous ne nous l'avez pas indiqué, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer. On a encore 6-7 mois d'organisation du concours, ce qui fait qu'on aura une école vide, sans travaux lancés suite à ce concours. Donc on aurait peut-être pu prendre cette décision un peu en amont. C'est dommage de prendre un peu de retard sur cette délibération et sur les travaux d'école Anatole France. Et ça me permet d'engager une autre question sur les options que vous choisirez sur Anatole France. Ça pourrait peut-être faire aussi l'objet d'un exercice de démocratie participative sur le sujet. Je vais vous faire rire, encore un enfant de Levallois, mais c'était mon école. Et je pense que comme beaucoup de Levalloisiens attachés au patrimoine de la ville, il faut aller vers de la fonctionnalité, mais je pense que la coquille ancienne et qui fait partie du patrimoine de Levallois doit être sanctuarisée comme quelque chose qui n'est pas remis en cause. Alors quand les intérieurs peuvent l'être, aménagés, modernisés, pour favoriser l'apprentissage des enfants dans les meilleures conditions. Donc je voulais avoir auprès de vous cette garantie-là, que les murs extérieurs ne seraient pas touchés. Je l'ai déjà dit, monsieur Messatfa. Oui, mais je vous demande une confirmation, vu que vous parlez d'une évolution du projet, notamment avec... Si, Madame le maire, et à partir du moment où on n'a pas nous de cahier des charges, si vous me le reconfirmez, c'est une bonne chose. Voilà. Je vous le reconfirme. Voilà. Oui. L'extérieur sera effectivement préservé. Oui. Voilà. Voilà. Et je vous confirme aussi qu'on n'aura pas de retard dans les travaux et qu'on suit tout à fait le calendrier qui avait été fixé en début de mandat par les services et moi-même. Je mets aux voix la délibération numéro 23. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention. Monsieur Messatfa. J'ai pas tout compris sur la fin, donc peut-être que je vais reposer une question simple pour avoir une réponse simple. Est-ce que oui ou non, l'avis de la ville sera défavorable, parce que je pense que la préfecture va demander l'avis des villes concernées. Donc est-ce que la ville de Levallois sera défavorable à la reconduction de l'agrément ou elle sera favorable à l'arrêt et à la suppression de l'agrément? Alors très honnêtement, je ne pense pas que l'avis des villes sera consulté, sera demandé, puisqu'encore une fois, moi je ne siège pas dans cette commission au titre de maire de Levallois. Je siège au sein de cette commission parce que je suis vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, déléguée à la sécurité publique. Donc et à on a la chance prévention. que vous ayez la double casquette. Quelle sera votre position? Je doute qu'on me demande mon avis, je ne sais pas. Et vous pouvez essayer de l'exprimer aussi, votre La position. préfecture qui donne. Mais votre position, je pense que si on vous reçoit dans une réunion, c'est pas uniquement pour vous présenter des informations, c'est aussi pour vous demander votre ressenti et votre Très analyse. honnêtement, monsieur, je comprends votre question. Très honnêtement, je comprends votre question. Et pour être clair, j'avoue que je ne sais pas. C'est-à-dire que si on me demande mon avis, en fonction des éléments qu'on pourra me donner, et si on me fait juste venir pour me dire, vous, en tant que maire de Levallois, préférez-vous continuer avec Interdépannage ou une autre société? Encore une fois, rappelez-vous, l'ancienne société avec laquelle on travaillait sous le précédent mandat, qui était Clichy Dépannage, je crois, ceux qui siégeaient, alors je ne sais plus qui était là, mais alors personne. Ceux qui siégeaient sous l'ancienne mandature se souviennent que ça s'était mal fini aussi
avec Clichy dépannage, demandé à Madame Faure qui en avait fait un de ses chevaux de bataille, et a raison parce que effectivement il y avait un sujet où ils étaient partis avec la caisse, ou je ne sais plus très bien ce qu'ils avaient fait, mais ça n'allait pas. Donc demain, si on me dit il faut effectivement se prononcer pour qu'on résilie ce contrat qui a été passé dans le cadre d'une procédure bien normée pour choisir un autre fourriériste comme ça, un peu au doigt mouillé, en se renseignant, en essayant de se renseigner un peu à droite à gauche sur ce qui se fait ailleurs, etc. Et prendre le risque qu'il se passe une nouvelle fois ce qui s'est passé avec avec Interdépannage, avec Clichy dépannage précédemment, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Je ne peux pas vous... Encore une fois, quand j'ai des réponses précises à vous apporter, je le fais. Aujourd'hui, je verrai comment se déroule cette commission. Je verrai si on me demande mon avis. Je verrai.